Bonjour à chacun, merci aux organisateurs pour l'invitation. Je suis très honoré de commencer aussi cette série de présentations cet après-midi. Très content d'être là avec vous. Et on m'a demandé de donner un petit aperçu, on fera très brièvement, des possibles injustices liées au changement climatique. Et j'aimerais dans cette petite présentation en présenter 4. Il y en a certainement davantage qui j'espère pourront nous interpeller et puis feront le lien peut-être avec d'autres présentations dans l'après-midi. Alors, je voulais commencer en montrant cette carte qui représente le degré de transformation de la surface de notre planète par nos activités humaines. Et l'humanité est vraiment le plus grand agent de transformation. Cette carte ici, vous voyez les différentes couleurs. Plus c'est foncé, plus on a un degré de perturbation du milieu naturel par l'homme. Et puis on voit bien les régions qui sont fortement perturbées, hein, en Europe, aussi en Amérique du Nord, et particulièrement à l'Est. Et puis les zones en vert qui sont un peu moins touchées, qui sont les déserts, qui sont le nord de l'hémisphère nord également. Donc il y a plus de 50% des terres qui sont fortement modifiées sur notre planète par l'activité humaine. Les 3/4 des océans aussi par les estimations, sont fortement exploités aussi, parfois jusqu'à leur limite, ou surexploités même, notamment dans les populations de certains poissons. Donc un fort impact de notre humanité, ça on sait bien. Et puis cet impact, c'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui, il est fortement accompagné par des émissions de gaz à effet de serre. On en parlera plus précisément dans la deuxième intervention. Et particulièrement de dioxyde de carbone, de CO2. Et puis les émissions de gaz à effet de serre, là je voulais juste vous montrer un petit peu les sources aussi. À peu près 1/3 proviennent du secteur de l'énergie, 1/4 de l'agriculture et des perturbations de différentes occupations du sol. Un peu moins d'1/4 de l'industrie, 14% des transports, et puis le secteur de la construction aussi émet beaucoup, notamment pour tout ce qui est le ciment, etc. Donc il y a une forte émission aussi de ce secteur-là. Et puis ces émissions de gaz à effet de serre, et particulièrement de CO2, c'est vraiment important de se rendre compte que ce n'est pas des émissions ou des polluants qui se font classiquement de manière locale et qui restent au niveau local. Mais comme elle part dans l'atmosphère, il y a vraiment une caractéristique que je mets ici en évidence en vous montrant cette petite animation qui a été faite à la NASA il y a de ça quelques années. Donc c'est un modèle de haute résolution de circulation du CO2. Et vous voyez les jours ici qui circulent. On est en janvier ici. On voit les grands émetteurs de CO2 que sont l'Europe, la Chine et puis les États-Unis. Mais vraiment pour vous montrer que ce CO2, finalement, il se répartit sur la Terre, qu'on émette du CO2 en Chine, en Europe, en Suisse ou ailleurs, ça ne change rien, il se répand partout, et donc il a le même impact dans l'atmosphère. Donc vous voyez ces grandes concentrations de CO2, là, surtout dans l'hémisphère nord. On est en hiver ici, mais si j'avance un petit peu en été, on va voir ces concentrations qui vont diminuer parce que dans l'hémisphère nord, en été, on a beaucoup de végétation qui va absorber une partie de ce CO2. Ça ne veut pas dire qu'on émet moins, forcément, mais il y a une absorption par la végétation. Et puis, quand on arrive de nouveau dans les périodes froides, eh bien, on a une concentration plus forte de ce CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, c'est la première chose à se rendre compte, c'est vraiment que voilà, ça a un impact global direct, ces émissions. Alors, ces concentrations, de nouveau, on le verra mieux dans la deuxième présentation, elles ont un impact dans l'atmosphère et puis sur toutes sortes de phénomènes météorologiques et climatiques à plus long terme. Donc là, j'ai mis quelques exemples de désastres climatiques dont on a l'habitude, hein, les cyclones qui font beaucoup de dégâts. On a les inondations qui font extrêmement de dégâts. Les inondations, c'est vraiment les phénomènes qui font le plus de morts aussi dans beaucoup de pays. Et qui sont dus aussi à voilà, il y a des inondations naturelles, mais il y a une tendance aussi à une
fréquence qui s'accroît de ces phénomènes-là, et une intensité de ces phénomènes qui s'accroît également. Les glissements de terrain aussi, il y en a de toutes sortes, mais on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont également dus aux perturbations du cycle de l'eau, dues au changement climatique, et donc aussi une augmentation à certains endroits de ces phénomènes-là. Les incendies, il y en a eu beaucoup aussi en Californie, il y a aussi une fréquence qui s'élève dans certains endroits, qui sont dus à des vagues de chaleur notamment, divers phénomènes météorologiques, les tornades, etc. Et puis, 3 autres phénomènes, alors qu'on peut peut-être a priori penser être moins reliés au changement climatique, l'activité volcanique, et puis les tremblements de terre et les tsunamis qui sont dus aux tremblements de terre qui se passent dans le sous-sol de l'océan. En fait, on se rend compte de plus en plus que potentiellement il y aurait une fréquence de ces événements qui pourrait s'élever, parce que notamment avec la fonte des calottes glaciaires et de certains glaciers, on a une différence de pression qui se fait à la surface de la croûte terrestre, et en certains endroits ça va augmenter aussi potentiellement les fréquences de ces événements. Donc il y a aussi des liens avec les changements climatiques et ces événements qui peuvent être dévastateurs également pour nos populations. Alors c'est vrai qu'on a des désastres comme ça qui se passent de manière ponctuelle, hein, on les entend à la télévision, qui font parfois beaucoup de morts, mais on a aussi des effets des changements climatiques qui ont et qui auront un très grand impact sur ce qu'on appelle la santé globale de l'humanité de diverses manières. Et là, je vous donne juste quelques chiffres qui ont été mis en avant par l'OMS il y a quelques années dans un rapport. Ils vont bientôt ressortir un nouveau rapport de l'impact des changements climatiques. Donc, par rapport à la protection contre les désastres, il est estimé, donc évidemment, ça dépend toujours des modèles, de la façon dont les choses vont évoluer, mais l'estimation est que les inondations côtières pourraient augmenter d'un facteur 10 d'ici à peu près 2080, donc la fin du siècle. Des sécheresses extrêmes aussi vont augmenter fortement, et donc ça aura un impact bien sûr sur la santé globale. Pour la qualité et la quantité de l'eau, l'OMS avait estimé qu'il y aura un doublement de la population d'ici le milieu du siècle qui vivra dans des endroits à fortes problématiques en eau. Pour la sécurité alimentaire, évidemment, tout ce qui est lié à l'agriculture, et on en reparlera plus cet après-midi, le rendement de l'agriculture qui dépend de la pluie majoritairement, pourrait diminuer fortement également, donc impacter les populations qui en dépendent. Et puis tout ce qui est le lien avec les maladies infectieuses, les maladies à vecteurs infectieux, notamment la malaria, où il est estimé que dans quelques décennies aussi, on aurait un très grand accroissement de la population à risque de la malaria. Et puis pour ce qui est de la dengue, qui est une autre maladie à vecteurs, aussi un fort accroissement de la population qui sera potentiellement affectée par cette maladie d'ici la fin du siècle. Donc toutes sortes d'impacts vraiment clairs qu'on commence à voir, qu'on commence à quantifier sur les populations. Et donc là, on arrive à ce que j'ai appelé la première grande injustice. Et juste avant ça, l'OMS aussi a sorti récemment des estimations qui disent qu'entre les années 2030 et 2050, on pourrait avoir à peu près 250 000 décès annuels supplémentaires qui seraient dus clairement aux effets des changements climatiques. Donc ça donne aussi un peu une idée de tout ça. Alors cette première injustice, voilà, je pense que vous la ressentez, vous la connaissez déjà, mais c'est que l'impact des changements climatiques n'est pas réparti uniformément sur la planète. Et c'est malheureusement et tristement les populations déjà les plus pauvres, qui sont majoritairement dans les pays du Sud, qui vont être impactés plus fortement par ces impacts que les populations qui vivent au Nord et qui sont pour la plupart bien plus riches que celles du Sud. Une façon de représenter ça, c'est une carte ici, 2 cartes. Sur la carte du haut, vous avez la quantité d'émissions de CO2 par personne dans chacun des pays. On voit évidemment qu'on émet plus dans les pays du Nord. L'Australie aussi émet aussi pas beaucoup.
Et puis la carte du bas montre la vulnérabilité des populations à ces changements climatiques. Et on voit que les populations, et ça prend en compte voilà, toutes sortes de facteurs qui sont liés à tout ce que je vous ai présenté avant, mais cette vulnérabilité, elle est bien plus grande pour les pays qui se trouvent au sud. Donc on a là voilà, on peut l'appeler une claire injustice qui fait que les impacts d'une partie de notre humanité, les impacts négatifs, se retrouvent absorbés principalement par les populations qui sont déjà pauvres et qui vont être impactées encore plus dans les années à venir. Une autre façon de représenter ces différences d'impact, c'est avec... Moi, j'aime bien les cartes, je travaille beaucoup avec les cartes dans mon métier. Ici, c'est ce qu'on appelle des cartes anamorphiques, donc on augmente artificiellement la surface de chaque pays en fonction d'une variable. Donc là, si on a une carte anamorphique de la quantité d'émissions par individu, on voit voilà, les gros pays qui émettent beaucoup, et puis beaucoup de pays africains qui émettent pas beaucoup, donc on voit un peu cette différence. Et puis là, c'est cette même carte de l'estimation de l'OMS de la mortalité par habitant. On voit que, voilà, de nouveau, les pays africains, plusieurs pays en Asie également, vont être impactés relativement beaucoup plus que les autres pays. La deuxième injustice que je voulais vous présenter, qu'on pourra discuter, elle concerne les émissions elles-mêmes. Ce que je vais vous expliquer de ce gâteau des émissions, de ce partage du gâteau des émissions, qui n'est pas équitable actuellement et qui ne l'a pas du tout été historiquement. Et ce qu'il faut aussi bien se rendre compte, c'est que ces émissions de CO2, de gaz à effet de serre, ça a été un formidable moteur pour sortir de la pauvreté. Les pays du Nord, qui sont sortis de la pauvreté depuis la révolution industrielle, pour sortir de cette pauvreté, pour le progrès qui s'est fait, technique et économique, on a dû émettre beaucoup. Donc c'est un formidable moteur pour sortir de la pauvreté. Et en moyenne, dans les pays à fort revenu, il y a à peu près 10 fois plus d'émissions par habitant que dans les pays à faible revenu. Mais si les émissions sont vraiment un formidable moteur pour sortir de la pauvreté, et si on est quand même appelé à vouloir que les pays plus pauvres sortent de la pauvreté, je crois que, et particulièrement quand on a une vision chrétienne du monde, on aimerait pouvoir aider les personnes qui souffrent et les aider aussi à sortir de la pauvreté. Mais si ces émissions sont un moteur pour le faire, alors il faudrait faire en sorte, ou en tout cas partager, faire que les émissions futures puissent être données ou puissent être faites par les populations qui en ont le plus besoin pour sortir de cette pauvreté. Et on peut représenter ça par ce gâteau des émissions. Il est estimé, depuis le début de la révolution industrielle, que l'humanité a émis à peu près 624, à peu près ce qu'on appelle des gigatonnes de CO2. Donc ça, c'est l'émission totale de l'humanité jusqu'à présent. Et puis on estime aussi, alors ça dépend des modèles, mais une estimation médium dit qu'il ne faudrait vraiment pas le but ce serait de ne pas dépasser 1000 gigatonnes pour ne pas être au-dessus de ces fameux 2 degrés de réchauffement global par rapport à ce qu'on avait avant l'ère industrielle. Et donc pour rester sous ces 2 degrés, qui, vous savez peut-être, c'est un petit peu le but aussi de ces négociations climatiques, on estime qu'il ne faudrait pas dépasser 1000 gigatonnes. Donc il nous reste en gros, si on ne voulait pas dépasser ça, 370 gigatonnes de CO2 à émettre. Maintenant, le problème, c'est que si on était vraiment dans la justice et qu'on voulait permettre à ces pays pauvres qui ont beaucoup moins profité de ces émissions que nous, eh bien finalement cette partie du gâteau là qui reste, on devrait leur permettre d'en prendre une très grande partie. Et puis nous, puisqu'on a déjà eu beaucoup, et non seulement on a beaucoup actuellement, mais on a eu beaucoup historiquement, puisqu'il a été estimé que historiquement aussi les pays développés ont émis 3 fois plus que les pays plus pauvres.
Donc c'est vraiment comme deux enfants si un enfant avait déjà mangé presque les 2 tiers d'un gâteau, et puis le deuxième frère arrive, et puis il dit « Ah ben j'aimerais bien manger une partie », et le grand frère dit « Non, non, moi je veux continuer à manger une bonne partie de ce qui reste ». Donc on voit là qu'il y a une forte injustice. Donc quand on est parent des deux enfants, c'est assez facile à trancher. Quand c'est les émissions au niveau global, c'est éminemment plus complexe. Et là, il y a une claire injustice par rapport à ce qui reste. Et au cœur de ça aussi, il y a cette notion de dette climatique. Vous avez peut-être entendu parler que les pays qui ont pu profiter de ces émissions ont une certaine dette et devraient, si on appliquait une justice, compenser fortement les pays qui n'ont pas pu émettre autant ou qui vont émettre dans le futur. Mais c'est extrêmement difficile, c'est tabou dans les négociations climatiques des pays, parce que s'ils reconnaissent qu'il y a une dette climatique, il y aura forcément derrière compensation de toutes sortes, et évidemment les différents lobbies et les gouvernements ne veulent pas parler de culpabilité et de compensation de manière générale, hein. Et donc c'est extrêmement difficile d'avoir cette injustice-là qui est prise en compte dans les négociations climatiques de manière politique. Mais il y a une claire injustice à ce niveau-là, et ça, il faut s'en rendre compte. Et on parlera peut-être à la fin, et aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il y a des moyens de contrer cette injustice-là particulière sans qu'on arrive rapidement à des catastrophes aussi, puisqu'on aurait émis beaucoup, beaucoup plus. Mais il y a juste une chose à se rendre compte aussi, on en reparlera certainement. Même si les pays du Nord arrêtaient du jour au lendemain d'émettre du CO2, donc si on trouvait des solutions alternatives, ça n'empêcherait pas que les pays du Sud, quand ils vont continuer à se développer, ils vont émettre. Et même si c'était que les pays du Sud qui émettaient du CO2, ils dépasseraient largement ce qui reste ici de ces 1000 gigatonnes, si on se met à ce plafond-là. Et donc, il faut trouver d'autres alternatives. Ce n'est pas seulement en réduisant notre impact ici, nous, pays développés, qu'on va résoudre ça. On en reparlera tout à l'heure. Une troisième injustice qui est un petit peu différente, mais je voulais quand même vous la présenter. Elle est liée un petit peu à ces processus de négociation climatique qui se font, hein. Vous avez entendu parler de la COP21 à Paris il y a quelques années, où les dirigeants essaient de se mettre d'accord pour comment arriver à ne pas dépasser ce 2 degrés de réchauffement global. Mais ce processus, voilà, hein, il est reconnu par beaucoup comme étant ni juste ni efficace. Et on l'entend souvent, c'est extrêmement difficile d'arriver à quelque chose de concret de ces négociations. Et il y a plusieurs raisons pour ça. La première, évidemment, c'est que l'intérêt de chaque pays, il est éminemment national, même si dans les discours et dans la langue de bois, les politiciens s'intéressent au bien-être global et de tout le monde, on voit bien qu'il est toujours national. Et certains pays le montrent très fortement en se dégageant aussi de certains accords, de l'accord de Paris. Et on voit le poids que peut avoir les États-Unis, par exemple, quand ils se désengagent de tout ça. Donc on a un intérêt qui est national, et on a un intérêt qui est à court terme, puisque généralement les politiciens, vous le savez bien, sont plus intéressés par les 4 ou 8 ans à venir particulièrement, et donc beaucoup de décisions se font avec ça. On n'a pas d'entité globale qui permette d'obliger les nations à réduire leurs émissions. C'est sur base volontaire, et donc on sait bien que sur base volontaire, on peut avoir peu d'impact aussi à un moment donné. Et beaucoup de personnes pensent que la seule solution, il faudrait à un moment donné qu'il y ait une entité globale qui puisse diriger, qui puisse avoir un fort levier sur toutes les nations pour ces émissions, mais voilà, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Et puis aussi, il y a un manque d'équité aussi dans le poids, l'expertise des délégations des différents pays qui viennent à ces négociations. On sait que voilà, les grandes puissances arrivent avec des délégations de très grand nombre d'experts. Il y a énormément de lobbies de toutes sortes qui sont derrière et qui ont au final un poids très fort dans la finalité des négociations. Donc là aussi, il y a dans la ligne de la démocratie, il y a aussi une certaine injustice dans ces négociations-là. Alors, je voulais vous présenter celle-là. C'est clair que c'est un type d'injustice qui est un petit peu différente, qu'on pourrait résoudre peut-être plus facilement que les autres injustices que je vous ai présentées.
mais pour beaucoup, elle est bien réelle. Et puis finalement, la quatrième injustice que je voulais vous présenter, et là, aussi, je pense que ça peut résonner plus ou moins chez certaines personnes, de nouveau, selon sa vision du monde, et pour certains groupes très fortement, mais c'est celle qui, en fait, les changements climatiques n'ont pas seulement un impact sur les populations humaines, mais sur toutes sortes d'autres espèces. Et ce graphique ici, qui est en lien avec une publication qui a été écrite il y a quelques années dans Science, qui montrait, en mettant toutes les connaissances de toutes les études qui ont été faites sur les disparitions d'espèces au niveau global, qui montre la probabilité d'extinction d'espèces liées au changement climatique. Et donc sur la droite, vous avez les pourcentages, je ne sais pas si vous arrivez à les lire depuis le fond, mais le pourcentage d'espèces dans chacune de ces régions qui pourraient disparaître au cours de ce siècle à cause des changements climatiques. Et vous voyez qu'en Amérique du Sud, où on a l'Amazonie et les grandes forêts, on a jusqu'à un quart des espèces qui pourraient disparaître à cause des changements climatiques. Puis sur la gauche, vous avez ces mêmes pourcentages, mais par groupe. Donc on a les amphibiens, les reptiles, les invertébrés qui sont particulièrement sensibles, mais également un certain nombre d'espèces de mammifères qui très certainement disparaîtront aussi à cause des changements climatiques. Ça, c'est les espèces, mais évidemment, les changements climatiques ont un fort impact sur les écosystèmes aussi, sur les fonctions de ces écosystèmes, sur toutes sortes d'interactions entre les espèces. Et là aussi, on peut se poser la question, finalement, est-ce que ce n'est pas aussi une injustice de la part de l'humanité d'impacter aussi fortement le reste de la création? Alors, j'arrive au bout avec cette dernière slide. Que faire? On va pas s'étendre, mais il y a 3 directions. Il faut reconnaître cette injustice, ces injustices, et ce n'est pas évident dans tous les cercles. Balayer devant sa porte, c'est aussi ce qu'on discutera aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous, en tant qu'individus déjà chez nous, pour diminuer cette empreinte-là? Mais ça ne va pas suffire. De nouveau, même si on le faisait nous complètement, ça ne changerait pas. Il faut absolument qu'on arrive à aider les populations qui veulent sortir de la pauvreté, qui ont justement, de manière juste, le droit de le faire, les aider à le faire sans continuer à émettre autant que nous le faisons. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait des flux financiers, il faut qu'il y ait les énergies renouvelables soient extrêmement financées et poussées, surtout dans les pays du Sud, chez nous aussi, pour qu'on puisse permettre à ces pays de sortir, de se développer, mais sans émettre ou en émettant moins, pour qu'on puisse, si c'est encore possible, essayer d'éviter des catastrophes à venir. Et je voulais juste, pour ceux qui voudraient lire un peu plus, vous mettre en avant ce livre « Climate Justice » de Dominique Rosser et son collègue. Dominique Rosser travaille à l'Université de Fribourg, c'est vraiment le spécialiste aussi de ces justices climatiques. C'est un livre en anglais, mais pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans ce domaine, je vous le recommande. Merci pour votre attention.